Je pense vraiment que les banques centrales ont perdu, en fait, la capacité à réguler ces prix-là, ces prix des biens à la consommation. Parce que justement, quand elles favorisent, par leur politique monétaire accommodante, la création monétaire des banques, cette monnaie-là va surtout sur les marchés financiers. Mais après, elle revient. Elle va sur l'immobilier, elle va sur les marchés financiers, elle va pas tellement dans l'économie réelle, et donc... qui est un facteur d'inflation aussi. Qui est un facteur, quand l'inflation est gratuite, quand l'argent est gratuit, ça reste un facteur d'inflation. Notamment lorsque je travaillais à la Banque centrale, puisque j'ai travaillé 9 ans, j'ai bien regardé dans le monde occidental ce qui avait généré les chocs inflationnistes durables. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai pu constater qu'à chaque fois, c'était lié à des guerres. Des guerres. Ça commence, puisqu'on a des statistiques d'inflation fiables pour les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont reprises d'ailleurs par les autorités monétaires. Et ça commence par la guerre d'indépendance contre le Royaume-Uni aux États-Unis, les guerres napoléoniennes, enfin d'abord la Révolution française, c'est une superbe guerre civile, les guerres napoléoniennes, la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les guerres du Moyen-Orient, il ne faut jamais l'oublier, il y en a eu plusieurs, hein, à partir de 1973, ça commence en octobre 73 avec la guerre du Kippour. Alors pourquoi les guerres? Mais cette fois-ci, c'est pas lié uniquement à la guerre en Ukraine. Attention, Jérémy. Les guerres génèrent des phénomènes de pénurie. Des pénuries, pourquoi? Parce que quand tu es complètement dans une guerre, d'abord, il y a une grande partie de l'appareil productif, les hommes, les équipements... Mobilisés pour l'effort de guerre. Qui sont mobilisés. Et puis en plus, tu as des tensions internationales. Avant, tu importais des différents pays, puis boum, du jour au lendemain, tu coupes. Alors donc, tu as des phénomènes de pénurie généralisés. Voilà. Pénurie. Par exemple, prenons la France en 1939-40, par exemple. Bon, bah, t'as plus d'1 million de gens mobilisés, bon, donc t'as moins d'agriculteurs. Et à l'époque, la France, c'est un grand pays agricole, et boum, t'as les prix qui commencent à exploser. Puis ensuite, alors on perd la guerre en mai-juin 40, et l'occupant nous impose en plus un impôt national qui doit financer les forces d'occupation. Alors t'as de l'inflation très très forte. Alors le gouvernement à l'époque français limite les prix, il y a un contrôle des prix des salaires, il y a des tickets de rationnement, donc c'est une régulation par les quantités, mais qui ne fait que combler un problème de pénurie. Donc c'est pour ça que les prix explosent à la libération progressivement. Quand on libère les prix explosent. C'est toujours des phénomènes de pénurie. Mais est-ce qu'on peut faire le parallèle? Alors après, les politiques monétaires sanctionnent ou pas. C'est-à-dire, elles accompagnent le processus ou pas. Au XIXe siècle, les chocs de guerre n'avaient qu'un impact très limité dans la durée sur l'inflation. Pourquoi? Parce que tu avais les talons or. Alors pendant la guerre, la Banque centrale faisait marcher la planche à billets, comme on disait, c'est-à-dire qu'elle permettait une émission de billets au-delà de l'encaisseur. Ça ne durait pas trop longtemps, et puis après elle resserrait, boum, et puis après le pays rentrait en déflation, puis elle repartait, voilà, c'était comme ça. Mais durant la Première Guerre mondiale, ça a duré 4 ans, là, donc la Banque centrale a relâché. La Deuxième Guerre mondiale, ça a duré 5 ans. Et puis dans les années 70, toutes les guerres du Moyen-Orient ont été impactées par ça, parce que, évidemment, c'était pas la guerre. Nous, on n'était pas impliqués par la guerre du Kippour, la guerre entre l'Iran et l'Irak. Mais simplement, on a subi, évidemment, les décisions de ces pays-là de couper le pétrole, de couper les matières premières. C'était pas une pénurie, c'est-à-dire c'est eux qui ont décidé. C'est eux qui ont décidé d'augmenter les prix du pétrole. Oui, bien sûr, mais c'était différent. Non, mais c'est une pénurie. Oui, mais organisée. Pénurie volontaire. Pas chez nous. Non, mais une pénurie volontaire. Tout comme. On peut pas comparer. Il peut pas comparer. Si, bien sûr, parce que tu avais une augmentation du prix des matières premières à une époque où l'intensité pétrolière de la croissance était beaucoup plus élevée. On va peut-être revenir sur les banques centrales, mais inflation apportée par le prix des matières premières, est-ce que c'est pertinent de relever les taux? On sait très bien que ça. Alors c'est le problème des banques centrales. Dans les années 70, il y avait Arthur Burns, le patron de la Réserve fédérale, le prédécesseur de Volcker, qui disait, au Congrès, il y avait eu des auditions au Congrès, et il disait, mais moi je peux rien contre la guerre du Kippour, je peux rien, etc. Donc je peux pas trop resserrer. Et à l'époque, Arthur Burns était attaqué par les membres du Congrès comme étant trop accommodante. D'ailleurs, l'expression politique monétaire accommodante remonte aux années 70, avec les taux réels négatifs, etc. Et il disait, je peux rien. Mais qu'est-ce qu'a répondu Paul Volcker lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 78-79? Il dit, bon, bah, on est dans une spirale inflationniste, les gens anticipent 10% d'inflation, il va falloir que je casse définitivement le truc et je vais couper le bilan. Et je vais faire monter les taux réels à un niveau très élevé. Il va réussir. Simplement, ça a pris 3 ans de récession. Sur l'inflation importée, effectivement, c'est difficile pour la Banque centrale de lutter contre une inflation importée, mais dans le même temps, si elle laisse se creuser
des écarts de taux avec les autres banques centrales, ça a un effet sur le taux de change, et on l'a vu, ça peut faire baisser la monnaie et ça peut augmenter l'inflation importée. Donc c'est un schéma assez compliqué. C'est pas facile d'être une banque centrale. On peut peut-être en profiter pour dire un mot des pertes des banques centrales, vous y teniez. Oui, il me semble que c'est un sujet important. En ce moment, les banques centrales, les unes après les autres, sont en train d'annoncer des pertes ou des pertes potentielles. Ça les gêne un petit peu aux entournures parce que d'un côté, si vous voulez, elles veulent pas évidemment. Elles veulent pas voir ça comme quelque chose de grave, ce en quoi elles ont raison. En fait, des pertes pour une banque centrale, c'est pas quelque chose de grave. C'est pas comme pour une entreprise, c'est pas comme pour une banque commerciale. Ça n'empêche pas une banque centrale de fonctionner. Mais si ça l'empêche pas de fonctionner, c'est parce que une banque centrale, c'est une institution monétaire au sommet du système monétaire qui a ce pouvoir de création monétaire et qui peut faire des pertes. Ça ne l'empêchera pas, en fait, de répondre à ces engagements. Mais elles vont devoir réduire la taille de leur bilan, les banques centrales. Elles sont en train de réduire la taille. Aux États-Unis, ça a commencé. Elles sont en train de réduire la taille de leur bilan. La taille de leur bilan va se réduire un peu mécaniquement au fur et à mesure qu'elles resserrent la politique monétaire, qu'elles prêtent moins aux banques, que des titres qu'elles ont achetés arrivent à échéance. Donc le bilan se réduit mécaniquement. Juste pour compléter là sur les pertes. Donc effectivement, si vous voulez, des pertes, ce n'est pas grave techniquement pour une banque centrale. Dans le même temps, elles n'assument pas totalement. En fait, elles n'assument pas totalement ces pertes. La Banque centrale européenne est allée puiser dans ses réserves pour faire en sorte de ne pas afficher des pertes. Et dans certains pays, eh bien, les États vont venir compenser, c'est dingue, vont venir compenser les pertes des banques centrales alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Donc c'est un sujet qui me semble important parce que ça veut dire, si vous voulez, que les politiques monétaires qui ont été menées dans les dernières décennies, eh bien, ont abouti à cela. Oui. Au fond, encore une fois, c'est pas la perte qui est importante, c'est plutôt la question de savoir si la perte est légitime ou pas, si elle a permis de bien remplir les fonctions ou pas. Quoi sont dues les pertes comment ? À quoi sont dues les pertes? Alors, les pertes là sont dues, je dirais assez mécaniquement, au resserrement de la politique monétaire. C'est-à-dire que le fait que les banques centrales aient prêté autant aux banques et acheté autant de titres aux banques, c'est traduit par une augmentation énorme des réserves des banques au passif de la Banque centrale. Aujourd'hui, les taux directeurs remontent et les banques centrales rémunèrent en fait les réserves des banques à la Banque centrale. Donc ça fait des paiements d'intérêts très importants pour les banques centrales, ce qui vient générer ces pertes. Ce qu'il faut bien expliquer, Isabelle l'a dit, mais je crois qu'il faut insister là-dessus. Une banque centrale n'a pas de contrainte de passif, par définition. Alors que toi, n'importe qui a des contraintes de passif. C'est le seul organisme qui n'a pas de contrainte de passif. Moi, si je te dois 200 000 €, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire un chèque au nom de Jean-Pierre Petit et Stéphane Pedrizzi, voilà. Et où je les prends, les 200 000 €, je les prends sur mon compte. Et donc, à partir du travail que j'ai effectué... Oui, la Banque centrale a cette capacité de création monétaire pour rembourser ces 200 000 €. On est d'accord. Ex nihilo, en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas de contrainte. Et puis, c'est un problème de crédibilité qui est important. Moi, je pense que c'est important ce qu'on a dit là, même si effectivement les pertes vont potentiellement se faire, mais quand même, c'est-à-dire que cette politique, justement, de fuite en avant permanente, c'est ça qui est dans un problème de crédibilité aujourd'hui pour les banques centrales, et je pense que ça c'est le vrai enjeu des années à venir. Ça peut être effectivement un facteur, et après attention, là on parlait dernièrement de Crédit Suisse, on n'en parle plus beaucoup, là aussi il y a des banques qui sont aujourd'hui au bord de la faillite. Donc comment vont réagir les banques centrales? Quand il y a eu Lehman Brothers, c'est les banques centrales qui ont soutenu. Là si déjà elles-mêmes elles sont dans des difficultés entre guillemets, même si elles ont un problème de passif, mais tout de même attention, ça je pense que ça peut être un facteur qui pourrait générer une vraie faillite du système. Il faut faire extrêmement prudent, Isabelle, rapidement, parce que les banques centrales n'ont pas fait leur... Et on va parler du taux d'usure. Mais